Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Elle est bien plus qu'une journaliste, une éditrice ou une podcasteuse. Elle est une passeuse d'histoire, une tisseuse de liens entre les cultures, entre les générations, entre les mots et les cœurs. Par son travail patient et engagé, elle donne de la lumière à ceux qu'on oublie trop souvent. Son parcours est inspirant, son engagement est précieux et son amour des récits est le fil rouge de tout ce qu'elle entreprend. Pour moi, Kaina, c'est un vrai modèle, dans sa façon d'écouter, de comprendre et de faire exister les autres. On est très fiers et très émus de l'accueillir. Bienvenue au Wafa Mamesh. Bonjour. Salut Wafa. Quelle belle introduction, merci beaucoup Kaina. Je suis très émue, très contente d'être enfin là parmi vous et vraiment ton intro est magnifique. Je vais la garder longtemps, merci beaucoup. De rien. Merci Wafa d'être là, on est super heureux aussi de te recevoir. Donc, comme tu le sais sûrement, on commence toujours par l'enfance. Donc, on va débuter avec la première question. Quelle enfance as-tu eue et dans quel contexte as-tu vécu ? Alors, j'ai eu une enfance très heureuse. Je suis née en Algérie, je suis née dans une ville qui s'appelle Blida. J'ai grandi dans une petite ville à côté. Donc, mon père est originaire de Blida, ma mère est originaire d'Alger. Donc, je suis restée en Algérie jusqu'à l'âge de 8 ans. On faisait tous les week-ends, on faisait la navette pour aller voir ma famille à Alger. Et voilà, j'ai une enfance très, très heureuse, dans un petit cocon. Malgré les événements, je suis née en 1990, donc malgré les événements tragiques qui s'y déroulaient en Algérie à ce moment-là. C'est un peu comme La vie est belle, je pense que je ne me rendais pas compte de tout ce qui se passait. Je me souviens, en plus, c'est en plus de la théorie et de l'idée de se dire qu'on était dans un cocon, c'est que, en fait, on habitait pas au sein d'un lycée, mais il y avait souvent ça, en tout cas en Algérie, je ne sais pas s'il y a ça ailleurs, mais c'est un établissement scolaire, par exemple, entouré d'un grand jardin qui est donc fermé avec des portes, un gardien, et puis au bout de ce parc, tu as un immeuble pour les fonctionnaires. Donc les professeurs qui habitaient là-bas. Ma mère était prof à cette époque-là, pas dans ce lycée, mais du coup, je sais pas comment ça se fait, on s'est retrouvés là. Du coup, c'était vraiment quelque chose, un cocon, c'était fermé, c'était sécuritaire, on avait quelques voisins, on vivait un peu entre nous, et j'étais fille unique aussi à ce moment-là. Donc une enfance très heureuse, et puis fin 97, on est arrivé en France, à Saint-Denis, au Fromoisin, juste en face du Stade de France qui est en train de se construire pour la Coupe du Monde. Et là, c'est un passage d'un tout au tout, quoi. On était 10 voisins et là, on se retrouve dans une cité avec plein d'immeubles, plein de gens. C'était assez impressionnant quand même comme transition pour la petite fille que j'étais. Vous faisiez des mariages aussi dans cette école ? Moi, j'ai connu ça... Parce qu'on vient à côté d'Alger, Anne Bénienne. Je sais pas si tu connais, mais on avait une école pareil où il y avait toutes les fêtes, les gens qui habitaient, il y avait de tout. Bah écoute, j'ai pas souvenir peut-être, mais je t'avoue, j'ai pas souvenir, et c'est marrant parce que à Alger, mon oncle vit dans le même style d'endroit, mais lui, c'est parce qu'il a travaillé et il travaille encore dans le lycée qui ouais, c'est ça. Quel métier rêvais-tu de faire quand tu vivais en Algérie ? Wow, quand je vivais en Algérie, je pense que je pensais pas encore au travail. J'ai été trop jeune, je voulais juste vivre de façon normale. Je pense que par mimétisme, je voulais sûrement être prof comme ma mère, parce que du coup, c'était mon premier modèle. Mais j'avais pas de rêve particulier, et même ensuite, quand je suis venue en France, longtemps, ma mère était prof de physique, et ensuite... Maintenant, elle travaille en France, elle travaille dans un laboratoire lié à une fac, donc toujours dans le domaine scientifique. Du coup, je pense que je voulais être comme elle parce que j'avais pas d'autres idées. J'ai jamais eu, en tout cas, j'ai pas le souvenir de grands rêves particuliers. Je vivais un peu au jour le jour. Je suis quelqu'un de très terre à terre. Du coup, ouais, je laisse les choses arriver sans trop rêver. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. D'où vient ton goût pour les récits et la narration ? Je pense qu'inconsciemment, à rebours, quand j'y pense, c'est les histoires familiales qu'on nous raconte. Mon père adore raconter des histoires. Il a une super mémoire. Il se rappelle vraiment des histoires des voisins, des blagues, des surnoms.
Donc ça a toujours été quelqu'un de très loquace, qui racontait énormément de choses. Donc je pense que ça vient de là. Ça vient aussi de la musique. Je pense que mon père est un grand fan de Chehabi. On raconte pas mal d'histoires aussi à l'intérieur. Mais c'est assez venu sur le tard. C'est pas vraiment l'école qui m'a donné cette envie. C'est après, quand j'ai découvert les premiers livres, quand j'ai fait mes propres choix de lecture, que ça m'a prise, quoi. Ouais, c'est ça. À ton arrivée, est-ce que ça a été facile de t'intégrer dans une nouvelle école? Non, c'était pas facile parce que je parlais pas français déjà. Donc pour communiquer avec les autres, c'était compliqué. J'ai découvert plein de personnes de plein de nationalités et de couleurs différentes alors que j'en avais jamais vu. Donc déjà, comprendre le milieu social dans lequel on vit, comprendre une ville aussi peuplée, ça n'a pas été facile. Et puis quand on n'a pas la langue, c'est très compliqué. J'ai été dans une classe de remise à niveau de langue pendant 6 mois, avec plein d'étrangers qui venaient du monde entier. Et ensuite, au bout de 6 mois, comme j'étais plutôt forte en maths, on me mettait de temps en temps en CE2 dans une classe normale pour faire des maths. Et puis l'année d'après, je me suis retrouvée en CM1, donc sans aucune base de français, de grammaire, d'orthographe, tout ce que tu veux. Donc ça n'a pas été facile, mais j'ai pas le souvenir de souffrance particulière. J'ai l'impression d'avoir quand même acquis et à rattraper des choses. Ma mère a retrouvé récemment, je crois que c'était la classe de neige de CM2, une carte postale que je lui avais envoyée. Et bon, il y a des fautes d'orthographe, mais je trouve pour quelqu'un qui est là depuis 1 an, je m'en sortais plutôt pas mal. D'autres questions? Oui, moi j'en avais une. Tu parlais de tes lectures. Tu as commencé à apprécier les récits, la narration quand tu as choisi tes lectures. C'était quoi, toi, tes lectures ou les films ou les artistes qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune? C'était au lycée, limite fin lycée, donc c'était assez tard. C'est-à-dire que je lisais ce qu'on me donnait à lire à l'école, mais sans passion particulière. J'ai 2 souvenirs. Le premier, c'est un livre d'Amin Malouf. Du coup, moi qui me suis orientée en parcours historique, j'avais aimé en fait. J'étais pas fan de romans, mais du coup un roman historique, donc ancré dans une réalité et en plus une réalité non occidentale, ça me parlait beaucoup. Donc c'était ça marquant de Léon l'Africain. Et après j'ai lu tous les livres d'Amin Malouf. Et de l'autre côté, à travers le rap, j'ai découvert les livres de Rachid Santaki. Et c'était ma petite cité dans la prairie. C'était son premier livre, un livre autobiographique qu'on ne trouve plus d'ailleurs, qui, je dis pas de bêtises, est sorti en 2008 ou en 2009. Et c'est un livre qui m'a marquée parce que je connaissais pas encore à ce moment-là les autres auteurs de son style, c'est-à-dire déjà d'origine nord-africaine et qui écrivent différemment. Je pense évidemment à Faiza Again, c'est après que j'ai trouvé ça. Je pense que c'est grâce aussi à Rachid Santaki, en faisant des recherches, que j'ai pu tomber sur elle. Mais ce livre, ouais, il m'avait marqué parce que c'était la première fois que je lisais un livre dans ce genre-là, c'est-à-dire qui était différent, qui avait un langage différent, une rythmique différente et qui était très lié au hip-hop. Parce que Rachid a travaillé dans ce domaine-là pendant très longtemps. Et du coup, par ricochet, ça m'a donné envie, vu que j'ai suivi son parcours, j'ai suivi les magazines qu'il faisait, j'allais toujours les chercher à la Fnac, ça m'a donné envie de faire comme lui. Donc Rachid Santaki. Rachid Santaki, oui. Tu vois qui c'est? Oui. Il fait quoi maintenant, principalement? Des dictées. Exactement, Monsieur Dicté. C'est ça. Ok, donc super, merci. Quand tu arrives en France, donc Rachid Santaki, le rap, comment tu découvres, toi, le rap? T'écoutais déjà du rap en Algérie? MBS, l'autre fille de Bleu Canon? Non, du tout. Non, je découvre ça à la télé, à la radio. C'était au milieu des années 2000, donc c'était un peu l'effervescence. Sniper, les psychiatres. Urban Peace. Voilà, exactement. Donc, en tant que jeune collégien, on était un peu obligé d'écouter ça, tu vois, Mafia avec un free rough. Donc, je découvre ça comme ça. Et ensuite, je digue un peu et je vais vers le côté un peu plus indépendant.
C'est un peu plus tard que j'ai fait le retour chronologique. C'est-à-dire que moi, le début des années 80, la naissance du rap, l'âge d'or, je connaissais pas du tout, quoi. IAM, NTM, c'était pas du tout ma génération, en fait. C'est après que j'ai fait mes devoirs. Mais j'étais plus dans ce rap indépendant. Et en fait, je trouvais ça génial, ce qu'il racontait, la façon dont il racontait. Ça me raccrochait aussi beaucoup à la langue française, à l'histoire. J'ai beaucoup appris, en fait, du monde et du pays aussi. Parce que j'ai pas la même histoire qu'un enfant d'immigré qui est né ici. J'avais pas du tout les mêmes problématiques. Moi, j'avais cette problématique d'intégration, alors qu'eux étaient français, mais avaient d'autres problématiques à résoudre. Et puis, il y avait eu les révoltes, la mort de Ziad Bouna. Du coup, les rappeurs se sont emparés de ce sujet. Et ça a créé plein de morceaux qui m'ont marqué, qui font suite à d'autres morceaux que je connaissais pas, un peu plus politiques, révolutionnaires, etc. Donc, c'est cette énergie, moi, qui m'a plu. Et justement, c'était un médium pour passer des histoires. Ouais, ça t'a aidé à comprendre le contexte. Tout à fait. Trop bien. L'utilité du rap, comme quoi? C'est exactement ça. C'est que même après, et je pense que c'est ce qui m'a poussée à faire ce que je fais aujourd'hui, même si d'abord c'était que de la passion, c'est de dire non, je voulais montrer aux gens que c'était pas une sous-culture, que moi ça m'avait énormément appris, et qu'il y avait plein de facettes dont on parlait pas à la télé, à la radio, et on était plein de jeunes de mon âge qui prenaient que le positif de cette culture, en fait. C'était qui? Tu parlais de rap indépendant, et c'était qui tes groupes ou tes rappeurs préférés de l'époque? À ce moment-là, j'écoutais pas mal Medine. Après, j'en écoutais d'autres sans savoir si c'était vraiment indé ou pas. Maintenant, je travaille dans la musique, que je fais la diff, mais c'est vrai qu'avant, on se fait pas trop la différence. Non, c'était commercial ou pas à part si ça part sur énergie, là, tu fais la diff. Mais je veux dire, quand t'es plus jeune, tu sais pas s'il est signé en artiste, en distrib, en licence. Enfin, tu vois, il y a des petites notions comme ça. Parce que l'indépendance, elle est aussi dans ce que tu racontes, mais elle est aussi économique et contractuelle, en fait. J'écoutais beaucoup les Psychiatres de la Rime, j'écoutais beaucoup Dissident, le groupe de Nesbill, j'écoutais beaucoup Tandem. Donc c'était pas mal de groupes comme ça. Ok, super. C'est des bons groupes pour démarrer et comprendre un peu. Ouais. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à la partie 2, qui est donc la France, les études, pourquoi. Alors, on va commencer avec une question. Pourquoi faire des études d'histoire ? J'ai fait des études d'histoire un peu par dépit, parce que moi, à la base, comme je disais tout à l'heure, je voulais faire un parcours scientifique, donc j'ai fait un bac scientifique. À partir de la première, j'ai énormément galéré. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? C'est vraiment trop difficile. Je me voyais pas du tout faire L, parce que je pense qu'il y avait une certaine barrière de me dire, de toute façon, le français, c'est pas ma langue maternelle, donc je vais pas aller là-bas, ça m'attirait pas forcément. J'avais redoublé ma seconde, j'ai toujours été en école privée jusqu'à la première. Et j'avais redoublé ma seconde et on m'avait proposé justement d'aller en ES et je comprenais vraiment pas. Pour moi, les gens qui font de l'économie, je ne comprends toujours pas. Enfin, c'est pas moi. Du coup, j'ai accepté de redoubler pour faire S, donc je voulais absolument faire ça. Et du coup, après, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit non, c'est pas du tout pour moi, les maths, la physique, tout ça, c'était vraiment trop compliqué. Entre-temps, j'ai fait 3 mois de droit. Pareil, par dépit, ça c'était vraiment pas pour moi, dans une fac très élitiste dans le sud de Paris. Et j'ai fait de l'histoire à cause du rap, en fait, parce que je voulais juste apprendre des choses que je connaissais pas. C'est-à-dire j'ai connu des choses sur la France, sur la situation actuelle. L'école m'a appris l'histoire de la France. Maintenant, je veux apprendre l'histoire du monde, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait des études d'histoire. D'accord. T'aimes bien l'histoire, Kaina ? Oui, j'aime bien. C'est dur à apprendre les leçons qu'elle nous donne, la maîtresse. C'est vrai. Elle nous donne 3 longs textes de 15 lignes, plus une frise à remplir, plus 30 000 exercices. Donc moi, je comprends plus rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dates à retenir. T'as des époques que tu préfères ? Dans toutes les époques qu'on nous a apprises, je trouve qu'il n'y a que l'Antiquité qui est un peu plus intéressante que les autres. Ok, c'est intéressant. L'Empire romain, la Grèce antique, ça t'intéresse ? Oui, j'adore la mythologie. Ok, super. J'ai des tonnes de livres sur ça. Ah bah tu vois, c'est ce que j'aime le moins, moi. Je trouve ça trop compliqué. Ah. Bon, on va pouvoir passer à la partie d'après, qui est donc
les premiers pas dans le rap, entre parenthèses le journalisme, ou alors c'est l'inverse. Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers pas dans le journalisme ? Bah écoute, ça revient un peu à Rachid Santaki. Je crois que non, juste avant. Là où, quand je disais que pendant 3 mois, j'avais fait du droit, du coup, je suis partie et j'avais besoin de trouver un travail étudiant. Et sur un site qui s'appelle Job étudiant, je cherchais du boulot. Et en fait, j'ai trouvé une annonce d'un site internet qui cherchait des chroniqueurs dans n'importe quel style musical. Et je me suis dit, bon, tiens, je vais postuler. J'aimais bien un peu écrire de mon côté. Et j'avais chroniqué un album, qui était l'album D'où je viens de Mac Taylor. J'ai envoyé, ça leur a plu. Et du coup, ils m'ont prise en tant que bénévole. Je sais plus, je devais peut-être faire 2 chroniques par mois, je sais plus trop. Et à ce moment-là, j'avais posté cette chronique sur Facebook. À l'époque, c'était Facebook, le réseau social à la mode. Et je suivais donc Rachid Santaki, on était amis, et donc qui a vu cette chronique. Et lui qui vient de Saint-Denis, qui est proche de Mac Taylor aussi. Mac Taylor qui est un rappeur qui a fait carrément une chanson pour illustrer un livre de Rachid Santaki. C'était l'une des premières fois que une telle idée marketing voyait le jour, et moi j'ai trouvé ça super. Et Rachid a vu cette chronique et il m'a dit trop bien, viens bosser avec moi dans mon magazine. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai fait quelques chroniques un peu j'ai continué sur le site. Et puis j'ai travaillé avec Rachid. Il m'a appris en fait à écrire, à angler des articles. J'étais même sur les derniers articles, sur les derniers numéros, peut-être 1 ou 2, rédactrice en chef adjointe. Enfin, pour moi, c'était juste fou. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, parallèlement, j'ai rencontré un ami d'enfance de mon mari qui avait un magazine en France, à Paris, qui s'appelait Da Vibe, et pour lequel il cherchait quelqu'un pour écrire sur le rap français. Donc, je suis rentrée dedans. J'ai créé une rubrique qui s'appelait Face Cachée, donc une double page qui parlait de rappeurs indépendants. Puis voilà, puis ça a continué. Après, les magazines malheureusement ont fermé. Moi, j'ai ouvert un blog, c'était aussi la mode à l'époque. Et j'ai continué avec mes petits réseaux à rencontrer les artistes que j'aime bien. J'ai continué à aller en concert. J'ai fait un peu de communication pour certains artistes. Je les ai aidés à écrire des bios, à faire un peu de presse aussi. J'ai fait un stage lors d'un événement en L2 aussi. Enfin, voilà, j'ai touché à tout sans me poser la question de est-ce que c'est un travail ou est-ce que ça va aboutir. C'était juste pour passer du bon temps et rencontrer de belles personnes. Comment tu choisis tes sujets d'articles ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe entre le choix du sujet et la publication de l'article ? Déjà, le choix du sujet dépend de la plateforme sur laquelle tu vas publier ton article. C'est ça qui va déjà angler ton papier. Je peux te donner plusieurs exemples sur lesquels je travaille en ce moment. Par exemple, j'écris pour un site qui s'appelle l'Abécédaire du son, qui est un site spécialisé dans le rap depuis plus de 20 ans. Donc on est très libre. On choisit vraiment les artistes et les articles qu'on veut proposer, tout en gardant à l'esprit qu'on parle d'abord de musique. C'est le plus important. Après, on peut parler marketing, on parle d'image, mais c'est d'abord la musique qui prime. À côté de ça, par exemple, je suis en train de rédiger des papiers pour le Courrier de l'Atlas, que tu connais peut-être, qui est un magazine sur la communauté nord-africaine, ou même moyen-orientale aussi. Et du coup, par exemple, pour un magazine comme ça, qui est destiné à un public plus large, je peux présenter des rappeurs. Bon, déjà, il faut qu'ils aient un lien avec le Maghreb, par exemple. On ne peut pas autant rentrer dans les détails de la musique parce que c'est destiné à des gens peut-être qui n'écoutent pas de rap. Donc, on fait des portraits plutôt généralistes en donnant des petites billes pour comprendre le parcours de la personne. Et ces gens-là aussi, même si je fais des portraits, je suis allée les interviewer. Donc, il y a ça. Et puis, de l'autre côté, j'écris aussi pour le Red Bulletin, qui est le magazine de la marque Red Bull. Là, on est vraiment dans la culture pour une certaine tranche d'âge. Par exemple, récemment, j'ai fait un article sur le festival Grunt. Donc là, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on rentre ni dans la musique, ni trop dans les détails, mais de l'autre côté, on a un public qui est quand même connaisseur.
Voilà. Donc, angler les artistes et choisir les sujets, ça dépend donc de là où tu veux publier ton article. Et puis ensuite, c'est aussi ce qu'on appelle le calibrage, le format. On te donne un certain nombre de signes à respecter. On te dit s'il faut que ça soit des questions-réponses, si c'est un portrait. Donc quand c'est un portrait, c'est raconter une histoire. C'est ça que je trouve aussi intéressant. C'est-à-dire, tu fais découvrir quelqu'un à des gens qui ne connaissent pas. Donc on se fait un petit chapeau avec une accroche pour donner tout de suite envie de lire et présenter la personne. Et puis on se crée un peu un storytelling dans ta tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux montrer dans cet article. Par exemple, si je prends l'exemple du Grand Festival, il y a d'abord une partie de présentation générale de comment est né ce festival. J'ai interviewé le créateur. Et puis la deuxième partie, on est sur la nouvelle édition. Quelles sont les spécificités de cette nouvelle édition? En quoi ce festival est différent des autres? Et là, on fait des focus sur les spécificités. Par exemple, une des spécificités de Grunt, c'est que ce sont que des rappeurs indépendants. C'est que cette année, ils vont miser sur la création, c'est-à-dire que chaque artiste va proposer des shows. C'est aussi la communauté. Ils ont une communauté entre 18 et 23 ans. Donc c'est ça qui est intéressant avec le journalisme, c'est que, alors certes, tu as des indications, mais finalement, les infos, t'en fais un peu ce que tu veux. Si toi et moi, on nous donne le même travail, le même sujet, on ne fera pas le même rendu. Parce qu'on a tous déjà une plume différente, un style différent. Et pour faire un article, il faut partir d'un point... C'est comme une rédaction à l'école. Il faut partir d'un point A et un point B. Qu'est-ce que tu veux démontrer dans cet article? Et du coup, quels sont les arguments par lesquels tu vas passer pour démontrer ce que tu veux démontrer. Et puis pour être journaliste, il faut être à l'affût un peu de tout ce qui se passe. Surtout quand on travaille dans la presse papier avec des délais de bouclage. Voilà... Qu'est-ce qui va se passer en décembre pour qu'on puisse en faire un papier qu'on doit rendre 2 mois avant? Qu'est-ce qu'on peut apporter d'innovant? Je ne sais pas, à quelqu'un qui n'a jamais parlé, ça pourrait être intéressant d'aller l'interviewer, etc. Et généralement, donc, ça tourne autour de la musique, des livres. Mais c'est vrai que j'écris surtout autour de la musique et d'artistes qui ont un univers. Et quand tu rédiges un article, est-ce que tu... en plus de plonger dans le travail de la personne sur qui tu écris, est-ce que tu essayes de la contacter, de la rencontrer? Ou juste tu t'intéresses au travail et tu fonces? Non, il faut contacter cette personne parce que il faut ce qu'on appelle des verbatims, donc des citations. C'est ce qui fait la différence. Ouais. Sinon, on peut écrire sur n'importe qui et ne pas avoir d'infos en plus. Donc le but, c'est d'avoir des informations supplémentaires, ouais. Et tu leur fais relire l'article avant de... Non. Normalement, en tant que la déontologie journalistique veut qu'on ne le fasse pas. Ça, c'est une question qu'on se pose souvent avec les rédacteurs de l'Abécédaire et avec d'autres médias. C'est que les jeunes artistes, en tout cas de rap aujourd'hui, sont très regardants sur ce qu'on dit d'eux. Ouais. Ils demandent beaucoup à relire. Donc on essaie de leur expliquer que c'est pas possible et parfois, s'ils insistent trop, on préfère annuler la publication d'un article que de leur donner ce droit parce que c'est aussi une question de confiance. C'est-à-dire que on n'est pas dans des magazines à buzz où on va leur faire dire n'importe quoi. Après, on peut très bien faire une interview et ensuite, l'artiste peut très bien venir nous dire « Au fait, j'ai parlé de ça, mais j'aimerais bien l'enlever. » Ça, c'est possible. Mais on ne fait pas relire. On fait du journalisme. On fait pas de la communication pour les artistes. Ouais, c'est ça. Et vous avez déjà des artistes qui étaient pas contents de vos articles ou pas d'accord avec l'angle, qui vous l'ont fait savoir? Oui, ça arrive. Ouais. Ça arrive et... on essaye de leur dire peut-être il y a eu quiproquo, je sais pas ce que vous avez compris ou pas. Et puis encore une fois, après c'est leur droit. S'ils veulent pas que ça sorte, ça sort pas. Même si on met énormément de temps à travailler dessus. Voilà, il faut savoir que quand on fait un article, il faut aller. Si c'est un rappeur par exemple, il faut aller écouter toute sa discographie, il faut aller écouter ses interviews, revoir tout ce qu'il a dit, etc. Je fais la même chose pour les conférences. C'est qu'il faut venir avec le plus d'informations possible pour pouvoir rebondir et aiguiller de façon naturelle. Donc il y a beaucoup de travail en amont de la rédaction d'un article. Donc on va pouvoir passer à la partie 4, qui est donc l'édition. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de co-créer ta propre maison d'édition? Alors, du coup, moi, après le master d'histoire, j'ai fait un master d'histoire médiévale sur l'islam médiéval. Et à la base, je voulais être prof.
Et j'ai changé d'avis parce que les concours étaient trop difficiles et que je voulais continuer à travailler finalement sur des choses plus concrètes. Du coup, en cherchant des études, j'ai trouvé un master d'édition, donc professionnel sur une année, que j'ai intégré. Et en fait, finalement, quand j'ai commencé à découvrir ce milieu, je me suis rendu compte que c'était un milieu très codé, très élitiste, que pour y rentrer, c'était difficile, que même pour rentrer en stage, j'ai eu du mal. Donc, c'était pas une décision comme ça. Je me suis dit, un jour, j'aimerais avoir une maison d'édition juste pour avoir cette liberté, voilà, être indépendante et avoir cette liberté de faire les livres qui me plaisent. Et en fait, ça s'est fait plus rapidement que prévu parce que j'ai rencontré Bakary Sacco et Paul Odona qui avaient aussi cette idée de faire une maison d'édition. Donc, on a fait ça très vite, sans connaître vraiment les rouages du milieu. J'ai vu aussi que finalement, il y avait peu de personnes qui me ressemblaient aussi dans ce milieu. Déjà, voilà, des personnes non blanches, mais pas que, des personnes avec une autre personnalité, avec des idées nouvelles, qui voulaient un peu bousculer les codes. C'est vrai que moi, les exemples que j'ai eus, c'était surtout le hip-hop. Donc, c'est dès qu'on a une idée, on la met en place, même si c'est compliqué, on cherche à comprendre comment on fait et on ne se met pas de barrière. Alors que dans la littérature, c'est codé. Voilà, il y a des process, il faut faire comme ça et pas autrement. Ça fait des siècles que c'est comme ça. Donc je voulais un espace sans carcan, quoi, un espace où je pourrais faire plein de belles choses. Et puis mettre en avant des paroles et des personnes qui n'avaient pas accès à ce moment-là à l'édition, parce que ça reste un milieu très opaque. Aujourd'hui un peu moins, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux podcasts, etc. Mais avant, voilà, tu voulais sortir un livre, si tu connaissais pas quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition, ou si tu as la chance d'envoyer un manuscrit qui est reçu, et lu et accepté, on dit que c'est 5% des livres qui sont édités. Donc voilà, on voulait un peu désacraliser ça et montrer que la littérature, c'est pour tout le monde en fait. Qu'on est beaucoup à lire, on est beaucoup à écrire, on s'en rend pas compte. Et que nous aussi, on avait le droit d'avoir accès à ce domaine. Voilà. Quelle est la mission de Face Cachée ? La mission de Face Cachée est de faire des livres qui expriment, qui proposent des histoires différentes, des auteurs différents, des manières de faire différentes, et de toucher un public qui existe, qui est de plus en plus nombreux. Donc la mission de Face Cachée, voilà, c'est de faire des livres qui soient lus et qui soient aimés, et que les gens nous disent que peut-être que c'est la première fois qu'ils ont lu un livre, que ce sujet-là, ça les intéresse parce que ils ont grandi avec ça, ça leur rappelle quelque chose de leur vie, c'est la musique qu'ils écoutent. Voilà, c'est ça la mission de Face Cachée. Pourquoi est-ce que tu as décidé de l'appeler Face Cachée ? Écoute, c'était en lien avec la double page que j'avais dans le magazine dont je parlais tout à l'heure. C'était aussi le nom que j'avais sur les réseaux sociaux, c'était Wafa, Face Cachée. Et quand mes collègues m'ont demandé si j'avais un nom en tête, en fait, c'était totalement évident. Parce que ce que je faisais avec la musique, c'est ce qu'on allait faire avec les auteurs. C'est-à-dire rendre visible des gens qui n'ont pas la parole. D'accord. Comment tu choisis les projets que tu veux éditer ? Ça c'est compliqué. Comment on les choisit ? Déjà par affinité. Il faut qu'on s'entende bien avec l'auteur ou l'autrice. Il faut que cette personne elle ait une belle idée, que le livre soit terminé ou pas. Il faut qu'on puisse se mettre d'accord sur un angle, sur une direction, parce que chaque éditeur ne ferait pas du tout le même livre avec la même personne. On ne met pas du tout les mêmes choses en avant. Il y a des choses que nous, on développe, que d'autres n'auraient pas développées, et vice-versa. Et puis, on se met d'accord sur un calendrier. Mais tout est subjectif, en fait. C'est une histoire de coup de cœur. Il faut aussi, évidemment, que ça soit aligné, je dirais, économiquement. C'est-à-dire que des fois, il y a des sujets qui sont super, mais on sait que ça touchera 10 personnes. Et malheureusement, c'est compliqué pour une maison d'édition de sortir un livre qui fonctionne si peu. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte, et aussi si la personne est prête. Ça, c'est important. Les gens se rendent pas trop compte, mais tu peux avoir une super idée, vouloir parler de toi, faire une autobiographie.
Si mentalement t'es pas prêt, si par exemple, je sais pas, t'es en période de dépression ou que t'as pas réglé des choses avec toi-même, ou si, question matérielle, si t'as beaucoup de travail à côté, voilà, il faut que ça soit le bon moment. Et des fois, mieux vaut attendre plusieurs années pour sortir un livre. Parce que en cas d'échec, les auteurs sont très affectés. Surtout ceux qui racontent leur vie, qui parlent de leur famille, de leur histoire. S'il y a des choses qui ne leur conviennent pas, ça peut vraiment affecter les gens, on ne se rend pas compte. C'est vraiment un métier où l'humain est au milieu de tout ça. Parce que c'est pas là où on se fait le plus d'argent. Et que vraiment, les gens mettent tout dans leur livre. Il faut en parler autour de soi. Il y a plein de gens qui rêvent d'écrire et de publier. C'est un rêve ultime. Donc la santé mentale, c'est important. Et le moment, c'est important. Quand tu dis que ça se passe mal, c'est quoi? C'est en termes de retour ou au niveau des ventes? Ça peut être tout et n'importe quoi. Dans le sens où, déjà, il faut connaître l'économie de l'édition. Aujourd'hui, tu vends 1000 livres. Si tu arrives à 1000 livres, c'est génial. Ouais. Comme dans toute économie, des gens peuvent venir un peu avec des fantasmes. En pensant avoir un avaloir, c'est-à-dire une avance faramineuse, en pensant pouvoir en vivre. Voilà, avec les droits, il y en a très peu qui en vivent. Hein. Donc, en fait, il suffit d'un rien. Il suffit qu'ils ne soient pas contents de petites choses qui, peut-être, pour nous, peuvent être anodines. Mais à partir du moment où ça touche le cœur, la déception et la frustration peut très vite arriver. Donc, ça, c'est un travail qu'il faut faire en amont pour leur dire c'est pas un secteur qui se porte bien. Alors, il est encore là, pour plein de raisons. C'est un secteur qui est là parce qu'aussi, il y a des grands milliardaires fascistes qui y mettent de l'argent. Ouais. Et puis surtout, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà, c'est que t'as beau avoir un sujet super, mais s'il y a déjà 20 livres qui ont le même sujet qui ont été publiés, nous, on ne peut pas prendre aussi ce risque financier de publier un livre comme ça. Il y a plein de facteurs. Oui, parce que vous avez déjà des données sur est-ce que ça fonctionne pas, ou ça a peut-être déjà été dit. Oui, c'est ça. Nous, on peut voir les chiffres, on peut voir les retombées de presse, etc. Et c'est vrai que c'est un milieu dans lequel il faut constamment ramener de la nouveauté. Et, ça fait une super transition avec mon autre question. J'ai l'impression que vous arrivez à éditer surtout des personnes dont c'est le premier livre. Oui, c'est plus facile déjà parce que souvent les personnes qui ont déjà publié des livres ont peut-être aussi des clauses avec d'autres maisons d'édition. Donc ça, c'est la première chose. Et oui, on aide même des personnes qui n'écrivent pas tout court, c'est-à-dire qui ont des choses à raconter mais qui n'écrivent pas elles-mêmes. On met souvent à leur côté des journalistes qui écrivent avec eux, qui les accompagnent. Et au-delà de l'écriture, il y a ce travail psychologique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on pense savoir tout sur sa vie et être au clair. Mais c'est en parlant de certaines choses que en fait, la personne qui ne te connaît pas fait des liens et arrive à comprendre des dynamiques. C'est pour ça qu'on dit souvent que le livre aussi, c'est une thérapie. Ouais. Donc ça aide aussi d'avoir une personne extérieure pour structurer. Parce que c'est difficile de parler de soi et en même temps en faire l'objet. Puis tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de savoir écrire un livre. Je pense que même moi, j'ai jamais écrit de livre, j'ai participé à des livres. Mais écrire un livre, c'est chronophage, il faut bien le structurer, c'est beaucoup de travail. Donc on facilite aussi ce travail. Et du coup, c'est ce qui facilite aussi l'accès à ce milieu, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un manuscrit terminé pour aller démarcher un éditeur. Et généralement, dans les livres qu'on a sortis, il n'y en a pas beaucoup qui ont été des réceptions. C'est-à-dire des livres tout faits qu'on a reçus. Je ne vais pas dire de bêtises, peut-être 3 ou 4. Mais les autres, c'est des commandes. C'est-à-dire qu'on connaît ces personnes et qu'on se dit, lui, c'est le moment, il a une super histoire, il faut qu'il raconte sa vie. Quand je parlais de moment, par exemple, c'est le cas de Driver. Driver qui travaillait avec moi à OKLM et qui avait déjà eu des propositions de publication. Et les gens, à chaque fois, quand ils l'entendaient raconter des anecdotes, les auditeurs lui disaient « Mais fais un livre, Driver, fais un livre ». Et ils ne trouvaient pas que c'était le bon moment. Et puis, à un moment, il m'a rappelé, il m'a dit « Si t'as toujours, je veux bien ». Et ce qui lui a aussi facilité la tâche, c'est le fait qu'on lui ait mis Ismaël Merighetti, donc un journaliste qui le connaît bien et qui peut le comprendre,
pour faire ce livre. Donc il y a des... Voilà. Quand ça s'aligne, ça s'aligne. Et puis des fois, il y a plein de raisons qui font que ça ne s'aligne pas. Hein. Je dis souvent que quand il y a des crises politiques, évidemment quand il y a l'inflation, les gens ne vont plus en librairie. Donc être éditeur, c'est vraiment que de l'aléatoire. C'est-à-dire on mise. Ouais, c'est des paris. C'est des paris, tout le temps. Et des fois ça cartonne, et puis des fois ça ne fonctionne pas et on ne peut pas l'expliquer. Et pour finir sur l'édition littéraire, c'est quoi pour toi la chose la plus difficile dans ce milieu ? Alors la chose la plus difficile, c'est d'être en lice pour les prix. Donc ça, évidemment, il faut avoir du réseau. C'est pas si facile que ça. Mais la chose la plus difficile, en tout cas pour Face Cachée, c'est, je dirais pas d'être pris au sérieux parce que les gens nous prennent au sérieux par rapport aussi à notre couverture médiatique, à nos chiffres de vente, etc. Mais pour beaucoup, on est dans un entre-deux par rapport au sujet qu'on fait, c'est-à-dire c'est pas de la littérature pure, avec des romans, avec un style qui révolutionne, des nouveaux auteurs, etc. Et de l'autre côté, on fait des livres engagés, mais on fait pas des livres militants. Donc on n'est pas non plus dans une littérature militante de gauche, avec pas mal de théories, etc. En fait, je dis toujours ça, on fait de l'édition de proximité, on fait des sujets un peu du quotidien, de tous les jours. Et c'est difficile des fois à classer dans les bacs, dans les rayons. Référencé, quoi. Voilà, et ce qui est difficile aussi, c'est que oui, des fois, les libraires ne comprennent pas trop les sujets, vu que ce sont des sujets très éloignés. On a beau faire des livres avec des rappeurs qui ont vendu des millions, qui sont connus, etc. Bah, le libraire, il est très éloigné en fait de cette réalité. C'est pas du tout sa culture. Donc, il a du mal à comprendre le potentiel d'un livre. Donc, il fait de son mieux. Les commerciaux font de leur mieux. Et heureusement que le public est là pour faire la balance en fait, pour aller en librairie et pour montrer que des gens sont intéressés. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours au fur et à mesure des mois que les livres prennent plus d'ampleur, parce que le public s'en empare, les lecteurs s'en emparent. Et le plus difficile, c'est pas faire le livre, c'est de le vendre, parce qu'il y a tellement de livres qui sortent tout le temps. Donc le plus difficile, c'est de se démarquer quand même. C'est difficile. Ouais, mais vous avez un super plan de com, il y a quand même pas mal de rencontres, vous allez à la rencontre aussi de ce public. Ouais, c'était finalement notre plus-value. C'est que, ok, on n'est pas dans les librairies traditionnelles, notre public n'est pas dans les librairies traditionnelles, et on vient de la musique, on vient du sport, et les rencontres, pour nous, c'est la base, quoi. Ouais. Et il faut aller fidéliser les gens, il faut qu'ils rencontrent la personne, il faut créer un lien. Et pour nous, c'est évident, et c'est vrai que quand on regarde les grandes maisons d'édition, le pôle événementiel, c'est pas celui qui est le plus développé, parce qu'ils font leur vente de façon plus naturelle ailleurs. Il suffit pour certains de mettre des livres en librairie et ça fait le taf. Ouais. Alors que nous, il faut qu'on aille chercher les gens, quoi. C'est-à-dire que même maintenant, avec les algorithmes des réseaux sociaux, même ça suffit plus, quoi. Il faut toujours aller de l'avant. Faut jamais lâcher pour attirer les gens. Mais en allant à la rencontre des gens, justement, vous fidélisez aussi le public. Après, il y a un attachement qui est différent. Exactement. Et sur la durée, ça peut vraiment faire la différence. Il y a des gens qui sont là depuis 2015, qui achètent tous les livres, sans même, des fois, connaître les sujets. Ils le font pour nous soutenir. Et ils parlent à leurs libraires de quartier, ils parlent à leurs voisins, ils parlent à leurs amis, à la prof de français qui va parler de tel ou tel livre à ses élèves. Donc, totalement. Ils changent les emplacements à la FNAC aussi. C'est vrai. Certains. C'est possible. C'est vrai. Moi, ça m'arrive de le faire. Ça m'arrive d'en retourner et de mettre d'autres devant. Ok. Bah écoute, on va envoyer. Vous parlez avec le vendeur même. Oui, parler avec. Je cherchais un livre il y a quelques temps. Je crois que c'était le retour du roi Djibril, justement, le jour de sa sortie. Je le trouvais pas. Et j'ai demandé au vendeur, il a mis énormément de temps à le trouver. Et je lui ai fait déplacer, mais il l'a mis sur la table. Saint-Lazare. Bah merci à toi. Les auteurs peuvent te remercier. Mais oui, en fait, s'il y a plein de gens comme toi, déjà quand un libraire voit dans la même journée 3 personnes qui viennent demander le même livre, il se dit il y a quelque chose, peut-être que je vais en commander 4 ou 5. Juste ça, c'est pas du tout anodin dans notre économie. Cool. Prochain sujet, on en a un peu parlé en venant, mais ça concerne un peu les réseaux sociaux.
fait, nous, on te voit comme quelqu'un qui utilise le temps long, c'est-à-dire que tu fais des articles écrits à l'heure où tout le monde fait des réels, où il faut que ça aille vite, des shorts. Tu édites des livres, tu fais des podcasts, des conférences. Donc tout le travail que tu fais, c'est du temps long, où on a le temps de comprendre et d'aller en profondeur dans les sujets. Comment toi, tu arrives à lier un peu les deux ? Cette immédiateté des réseaux sociaux où il faut toujours poster, toujours aller vite, des formats courts. Et toi, tu vas un peu à contre-courant. Alors nous, ça nous plaît énormément, mais comment tu deals avec ça ? Je pense que j'arrive pas à lier les deux, tout simplement. J'ai fait, si vous allez sur mon compte TikTok, j'ai fait un TikTok un jour. Et après, j'ai lâché l'affaire. J'ai juste oublié. Même si je pense que ça me plairait beaucoup d'apprendre à monter. Et pareil, sur Instagram, je dois avoir 3 réels, quoi. Mais non, j'ai pas encore cette faculté à le faire. Déjà, il y a la vie de tous les jours. Maintenant, je suis maman, donc c'est vrai que je pense pas souvent à ça. Comme je le disais tout à l'heure, et le temps long aussi, il y a un travail quotidien pour le temps long. C'est-à-dire même un article, même si maintenant j'écris un article qui va paraître dans 3 mois, limite, il aurait fallu que j'ai 4 mois d'avance pour penser à ce sujet, pour voir s'il reste de la place, pour voir si le mec il est dispo, pour voir si ça n'a pas été fait. Donc en réalité, il y a un travail de tous les jours qui m'empêche de faire ce travail instantané des réseaux. Et en fait, moi, ce que je poste, c'est juste mon actualité, c'est-à-dire informer les rencontres qui arrivent, informer les articles qui ont été publiés. Et pour moi, je m'en sers juste de relais, en fait, d'Internet, des réseaux sociaux. Pour l'instant, je m'en suis pas encore servi comme outil de création. Parce que c'est pas encore logique pour moi, dans le sens où c'est aussi quelque chose de générationnel, je pense. C'est que déjà, même l'écrit, on fait de l'écrit, on connaît notre nom, mais moi, avant 2016, on connaissait pas mon visage et je me suis jamais posé la question. Avant OKLM et les vidéos, et je me souviens avoir plutôt mal vécu, en fait, la première vidéo, parce que nous, on est là pour faire parler la personne, on est là pour parler de musique, on s'efface, en fait, derrière notre sujet. Et voir qu'aujourd'hui, il y a plus une personnification, il y a beaucoup de jeux pour parler de musique, parce que malheureusement, c'est le jeu, quoi, dans un peu tous les médiums. C'est pas très évident, en réalité, pour moi. Donc, et puis aussi, on va dire, je peux, pour le moment, gagner ma vie autrement, parce qu'il y a une réalité, c'est-à-dire que les journalistes qui le font, alors certains le font par pur plaisir et c'est tant mieux, parce qu'ils trouvent l'énergie, l'envie, etc. C'est vraiment la base. Puis d'autres le font parce qu'ils en espèrent un complément de revenus, parce qu'on reste quand même dans un milieu précaire. Et ça, on ne peut pas en vouloir aux gens. C'est que malheureusement, aujourd'hui, pour être limite recruté, que ce soit par des marques ou par des institutions, etc., les gens regardent tes abonnés, en fait, directement. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, ça m'avait un peu choquée. Il y avait un nouveau média, je ne saurais même plus le nom, un média digital, donc surtout réseaux sociaux, qui m'a écrit pour me proposer d'incarner un réel. Mais c'est-à-dire que je n'avais même pas à le travailler, je devais juste lire. Ça prendrait en tout 1h30 et tout, je devais le lire. Et ensuite, je ferais une facture de tel montant. Et moi, je trouvais ça aberrant parce que je me suis dit, déjà, c'est pas du tout un sujet que je maîtrise. C'était sur la trappe en Afrique, il me semble. Donc, pour moi, je me sentais pas légitime. Et puis, je savais même pas qui était derrière ce média aussi. Donc, on va pas déjà prêter son image à n'importe quoi, juste pour un biais. Donc, j'ai décliné poliment en proposant d'autres personnes. Et on m'a dit, il faut que cette personne, elle accepte de faire un co-post et qu'elle ait minimum 6000 abonnés sur Instagram. Ouais. Là, je me suis dit, ah oui, donc en fait, on n'est plus du tout dans le journalisme. Tu peux prendre n'importe qui va lire un prompteur et puis il va faire ton réel. Donc, les frontières sont assez minces, en fait, avec tout ça. Et puis après, il y a aussi, au-delà du temps, il y a aussi les capacités techniques, quoi. Enfin, faire un beau montage, il faut du temps pour l'apprendre. On ne se rend pas compte, hein. Certains critiquent les influenceurs ou même créateurs de contenu. Franchement, c'est un métier. Hein. Ouais. Moi, Ils sont entourés généralement. Ils ont quand même un caméraman, un monteur. Ils ont une petite équipe. Quand tu arrives à un certain stade, oui. Mais sinon, une logistique. non.
Voilà. Moi, j'en connais quelques-uns. Ils font tout seuls, quoi. Ils écrivent, ils mettent leur lumière, leur téléphone, ils se filment, ils montent, ils mixent, ils mettent en ligne. C'est beaucoup de travail, en réalité. Et puis, j'ai peur en tout cas, j'ai pas envie de tomber dans ce truc où si ça en devient une de mes principales sources de revenus, en fait, on est humain, donc c'est normal que s'il y a une vidéo qui fonctionne moins ou qui a moins de likes, etc., en fait, on soit touché. C'est normal parce qu'on y met beaucoup d'énergie. Et voilà, j'ai pas envie de tomber dans la déception. Okay. Donc pour le moment, tant que je n'y suis pas obligée, ça fonctionne, même si c'est un peu dommage parce que des fois, il y a des super rencontres qui passent à l'as parce que je suis invisible sur Insta pour plein de raisons. Déjà parce que je poste pas assez ou peut-être parce que je parle de Palestine ou quoi que ce soit. Et en fait, ça veut dire qu'on est toujours tributaire de quelqu'un. Mais là, on est tributaire d'une intelligence artificielle qui décide qui doit être montré ou pas. Et puis de l'autre côté, on est tributaire des médias, s'ils ont de l'argent pas. On est toujours tributaire de quelque chose, donc je choisis le moins pire, je crois, pour le moment. Non, bah oui. Et puis, nous, on trouve que tu as quand même un public fidèle. Et qu'en faisant du temps long et en allant en profondeur dans les sujets et en faisant vraiment le tri dans ce que tu fais ou pas, tu vas avoir des gens engagés qui te suivent quoi qu'il arrive. Je sais pas si tu te rends compte quand tu fais des en 15 ans, je commence à m'en rendre compte. Ouais, quand même, des gens qui me suivent depuis un moment. Puis ça prouve que c'est juste le travail qualitatif qui paye, en réalité. Même si les gens ne savent pas tout ce qu'il y a derrière, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, déjà, chaque personne sur les réseaux se spécialise aussi sur un sujet, en tant que journaliste aussi. Donc quand des personnes voient toujours le même nom revenir, ils commencent à se dire « Ah, il y a quelque chose ». Donc oui, j'ai cette chance-là que c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent toujours, comme vous déjà, vous venez toujours, vous venez à toutes les rencontres et tout, donc ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Et puis on recommande et on ramène des gens, on envoie des invitations, exactement. On partage. Tu viens écouter des albums que tu n'as jamais écoutés. Ouais, moi ça y est, je deviens vieux. Non, mais c'est pas un nouvel album en plus. Non, mais non, justement, tu es toujours dans la découverte, tu as envie de découvrir des choses. Donc ça, c'est cool. Ouais, j'ai encore du mal avec certains, mais on va y venir. Mais sur la musique, on va attendre tes recommandations parce que faut que je me mette à jour. Moi, je suis encore... on est de la même génération, donc tout ce que tu as cité tout à l'heure. Oui, t'es un peu plus vieux que moi, quand même. Oui. 85, 5 ans. 5 ans, 90 okay. 5 ans. Ok. 5 ans. Ça reste même génération. Kaina, oui. Tu veux prendre la prochaine partie ? Oui. Alors, la prochaine partie, c'est la préparation. Donc, notamment la préparation des rencontres et des conférences. Alors, tes rencontres sont toujours très bien menées. Comment te prépares-tu avant de recevoir quelqu'un ou d'animer une conférence ? Alors, il y a 2 types de conférences. Il y a les conférences en face à face avec une seule personnalité. Généralement, et celles auxquelles tu as eu l'occasion d'assister, c'est des rencontres desquelles je suis à l'initiative. C'est-à-dire que je choisis l'invité. Donc déjà, j'ai un attachement déjà à cet invité, j'ai aimé son travail, donc c'est déjà un très bon départ. Et puis à côté, il y a d'autres conférences qu'on me propose d'animer qui sont autour d'un sujet, donc plutôt des tables rondes avec des personnalités très différentes. Souvent, c'est des rencontres institutionnelles autour de la musique, sur un sujet. Et là, c'est un autre travail de devoir faire converger 4 paroles différentes vers un point central. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que, si tu te souviens, en tout cas aux conférences auxquelles tu as participé, c'est que j'essaie toujours de commencer de façon très ludique et très simple. Même les sujets un peu compliqués que je peux avoir à mener, je pars du principe qu'il y a des gens dans le public qui ne savent pas de quoi on parle. Et que même moi, il y a des sujets pour lesquels je suis novice et qu'il n'y a pas de questions bêtes. Donc, on part avec des questions simples. Ce sujet, qu'est-ce qu'il veut dire pour toi ? Ou c'est comme tu as fait avec le podcast, tu as commencé par mon enfance. Il faut toujours commencer petit à petit pour ne pas brusquer, en fait, l'intervenant. Et puis, il faut toujours avoir un déroulé. Un déroulé limite qui ne se voit pas. C'est que comme toi, je travaille, j'ai plein de parties quand je travaille. Et le but, c'est que ça glisse sans que les gens se rendent compte
qu'il y a un travail derrière. Donc il y a aussi il y a un travail humain aussi à faire, c'est-à-dire mettre les gens à l'aise. Souvent on me dit t'as une voix douce, c'est chaleureux. Bon, déjà c'est moi qui suis comme ça, mais ça met à l'aise les gens qui oublient parfois aussi qu'ils sont en public et qui arrivent à se livrer. Donc ça c'est sur les parties un peu biographiques, sur des sujets un peu compliqués. Et ensuite, comme les articles dont je te parlais tout à l'heure, il faut venir avec en pleine connaissance de tout, du parcours de la personne. Pour montrer en fait que tu sais de quoi elle parle. Dès qu'elle va donner une petite anecdote, ou tu peux dans ta tête faire le lien avec quelque chose qui s'est déjà passé. Donc il y a un travail de fond, voilà, qui ne peut pas être dispensable. Il faut lire, il faut savoir d'où elle vient, il faut limite, comme si c'était un sujet d'histoire, il faut faire une frise chronologique. Tu sais, des fois, moi, je m'en suis souvent rendu compte quand je faisais des chroniques d'albums, c'est que quand tu sais pas vers où aller, il faut partir des informations que tu as déjà. Voilà. Les dates, qu'est-ce qui s'est passé, là, la personne a sorti tel livre, tel album. Et puis juste quand tu as les dates devant toi, tu as une chronologie, une évolution qui apparaît tout de suite, en fait. Tu vois ? Et je dis toujours que, en fait, j'ai besoin qu'il y ait un petit déclic. C'est-à-dire, je sais des fois, au bout de 5-10 minutes de la préparation, que ça y est, j'ai trouvé le fil rouge, j'ai trouvé le fil conducteur de mon entretien. Et puis, si tu le trouves pas, il faut le créer. Par exemple, j'avais mené des rencontres à la place, où j'avais notamment interviewé Faiza pour La Discrétion. J'avais interviewé une chanteuse qui s'appelle Luz and the Yakuza, notamment. Et je me disais, tiens, pour ponctuer un peu mon entretien, pour qu'il soit différent et plus vivant, je suis allée récupérer des phrases, soit de personnes qui connaissent mon invité et qui parlent d'elle, soit des phrases que je sais pas, j'étais en train de lire, je lisais France Fanon, je trouvais une phrase, ça collait bien à Faiza. J'écoutais un morceau de rap, il y avait une phrase, tiens, ça colle bien. Il faut toujours essayer de faire des ponts. Et après, ça fait réfléchir et on a des nouvelles réponses. Parce que finalement, il y a aussi ces gens-là qui font plein d'interviews. Donc il faut essayer d'amener ta personnalité. Ça, c'est le plus important. Tu feras pas les mêmes interviews que les autres. Il faut essayer d'écouter ton ressenti aussi. Surtout quand on lit des livres, qu'on écoute de la musique, on est tous touchés différemment. Donc, il faut y mettre des émotions, il faut mettre de soi, du travail. C'est très, très important. Et ensuite, il faut se dire qu'on est maître de son entretien, c'est-à-dire qu'on a aussi un temps à respecter. Donc, si par exemple, mon intervenant répond aux questions que je dois poser dans 15 minutes, au début, je suis un peu embêtée. Du coup, comme je vois que ça va aller plus vite que prévu, je ralentis la cadence, par exemple. Je pose d'autres questions qui me passent par l'esprit. Je rebondis sur des choses. Et ça permet d'enclencher sur autre chose. Donc, il y a aussi ce truc de... c'est toi qui gères tout. Tu gères ton temps. C'est toi qui guides aussi ton intervenant là où tu as envie de l'emmener. Et c'est toi qui décides quand c'est terminé. Et voilà. Et pour tout ça, il faut du travail en amont, tout simplement. Et puis, il faut se faire confiance. Et après des années de pratique, ça vient tout seul. Mais surtout quand tu as une personne devant toi dont tu as aimé le travail et qui est humaine et qui joue le jeu, ça va tout seul. Et je pense que c'est vraiment un des exercices que je préfère faire. Parce que les personnes en ressortent toujours avec un sentiment unique. Tout à l'heure en off, tu parlais de Rachida Brakni. Rachida, par exemple, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant cette rencontre. Donc elle a vu que j'avais fait la rencontre avec Faiza, qui est une amie, et j'avais commencé à lire le livre de Rachida qui m'a plu, et j'ai demandé à Faiza, je dis, est-ce que tu penses que ça lui plairait ? Et en fait, comment Faiza lui a parlé de moi, en bien, et Rachida l'a accepté tout de suite. On s'était même pas rencontrés, on s'est découvertes en fait. Sur place. Et après, on a fait un bout de chemin ensemble, et on se parle comme si on se connaissait depuis longtemps, et c'est des rencontres humaines incroyables. Parce qu'il y a aussi quelque chose aussi qui nous lie de par aussi notre histoire, par notre origine, de par plein de choses. Et c'est ça qui est beau à chaque fois, parce que ces gens-là, ils ont beau avoir fait plein d'interviews, ils se rappelleront souvent de la mienne, et je trouve ça beau. Et les gens aussi
T'étais la Rachida, les gens qui ont pleuré à la fin, c'était incroyable quand même. Non, c'était énorme. Non. Moi, j'ai beaucoup parlé, dans le désordre. Faudrait qu'un jour je fasse une fiche pour donner des formations. Tiens, je vais peut-être faire ça. Voilà. Avant de me mettre au réel, je vais commencer les formations. Non, au contraire, c'est ton espace. Tu réponds, comme tu veux, tu prends le temps que tu veux, et nous, on a beaucoup aimé la réponse. Super. Est-ce qu'il y a une méthode Wafamamesh, des rituels? Comment tu crées un lien avec tes invités? En les mettant à l'aise. Salut, ça va? T'as passé une bonne journée? Comment tu te sens? T'es bien habillé? Voilà. On les met à l'aise, tout simplement. Et puis de toute façon, s'ils ont accepté, c'est que déjà il y a un lien, tu vois. Comme je le disais, voilà, quand c'est du face à face, c'est autre chose. Donc la méthode, c'est d'être soi-même et d'avoir ce côté un peu doux. Et puis surtout, quelque chose que j'ai pas dit avant, c'est que je parle aussi de mon ressenti, évidemment, quand j'ai lu, quand j'ai écouté les travaux des personnes. Mais ce qui est important, c'est pas faire de questions trop longues et de pas empiéter sur la réponse. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on est là pour faire passer, comme si on passait les plats. La personne mise en avant, c'est l'invité. Donc, on lui donne... c'est comme si on lui donnait un petit élan, on la poussait juste un petit peu pour qu'elle puisse s'envoler. Tu vois, en fait, c'est beaucoup d'humilité quand même à avoir. C'est-à-dire qu'on fait ce travail pour la personne invitée et pour le public, pas que pour nous de se mettre en avant. Faire des questions qui font 3 kilomètres pour dire « Regarde comment j'ai compris ton œuvre. En fait, il y a ça. » Et puis, tu montres tout ce que tu connais, toute ta culture. En fait, ça passe pas. Il faut vraiment être dans la générosité et dans la générosité, dans l'empathie, et savoir laisser sa place. Voilà, faut vraiment savoir laisser sa place dans ce métier. C'est pour ça que nous, on aime Wafamamesh. Parce que c'est vrai qu'on a écouté d'autres podcasts, d'autres émissions, et c'est ce qu'on aime aussi chez toi. Merci beaucoup. C'est la place que tu laisses à l'invité, l'humilité, la douceur. Et c'est pas le cas de tous les journalistes ou podcasteurs. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Je t'en prie. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Les questions que tu poses ou les silences que tu laisses? Non, moi je suis pour les questions quand même. Parce que même les silences, il faut qu'il y ait un bon contexte pour les comprendre. Si tu as un intervenant qui n'est pas dans ce truc-là, qui ne comprend pas pourquoi il y a des silences, ça fait des gros moments de trous où il faut rebondir. Donc non, je préfère, je dirais, les questions que je pose qui peut-être laissent place à des silences de réponse. Voilà. À des silences dans les réponses, ouais, c'est ça, j'aime bien. Donc tu m'as déjà donné beaucoup de conseils pour animer des podcasts, des conférences, mais est-ce que tu en as d'autres à me donner? Avoir confiance en soi. C'est pas facile tous les jours, mais faut que tu te dises, c'est toi la chef en fait. C'est toi qui dirige. Si tu veux que ça aille à droite, c'est toi le volant. Ça ira à droite. Si tu veux que ça aille à gauche, ça aille à gauche. Et ça, il faut le garder en tête. D'accord. Bon, on va pouvoir passer à la prochaine partie, qui est donc la légitimité. Partie très très intéressante. Qui va avec la confiance en soi. Exactement, ça fait une super transition. À quel moment, toi, tu t'es senti légitime? Je te demande pas si tu as eu des problèmes de légitimité, parce que tout le monde, je pense, en a eu. Mais à quel moment tu t'es senti légitime? C'est difficile de répondre à cette question que je me pose souvent, mais pas parce que je ressens quoi que ce soit, c'est que c'est un sujet dont tout le monde parle. Mais en fait, je me suis jamais sentie illégitime parce que je me suis jamais posé la question. C'est bizarre comme réponse, mais je pouvais pas me dire qu'il y avait des choses, quand tu sais pas où tu vas et que tu connais pas ces milieux, tu connais pas du tout les milieux, c'est difficile d'anticiper les barrières que tu peux rencontrer. Et moi, j'ai toujours fonctionné au jour le jour. Donc je me suis jamais dit qu'il y a des milieux qui étaient pas pour moi. Je me suis toujours dit, il faut que je travaille pour avoir les connaissances nécessaires. Et à partir de ce moment-là, personne ne pourra dire que je ne suis pas légitime. Par contre, trouver un moment où je me suis dit, je suis légitime, c'est difficile. En plus, j'ai pas une super mémoire, mais je pense que chaque retour d'article ou d'artiste, de rencontre, etc., me font gagner toujours en légitimité.
Et c'est plus quand est-ce que je me suis dit, ok, ça c'est ma place. Je me souviens, j'ai eu la chance d'aller à Oslo pour le prix Nobel de la paix en 2018. Donc j'ai accompagné pour le docteur Mukwege, exactement. Ouais. Donc j'ai accompagné Medine. Donc je travaillais dans son label à ce moment-là. Il y avait déjà Face Cachée. Et à côté de ça, il y avait Bolewa Sabourin, qui était un auteur qu'on a édité chez Face Cachée, qui est franco-congolais et qui travaille aussi avec le docteur. Du coup, je me suis dit, ok, là, il y a mes deux univers qui convergent. La musique, la littérature, l'engagement. En fait, là, je suis sur la bonne voie. Je sais pas où je vais, mais je suis sur la bonne voie. Voilà. Mais c'est vrai que ce truc de légitimité, je me suis jamais posé la question. Je serais curieuse aussi de savoir ce que les autres vous disent. Mais ouais, j'ai jamais eu ce frein, en tout cas conscient, de me dire, ok, je vais pas y arriver. Peut-être plus dans les études, c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté. Mais pas dans mon domaine. Parce que j'ai charbonné, quoi. Ouais, voilà. En vrai. T'as confiance en ton travail, à tous les efforts que t'as fournis pour être là. C'est ça. C'est ça, et c'est grâce au retour des gens. Et grâce aux gens qui me rappellent à chaque fois pour me proposer des choses. C'est que finalement, on peut pas te proposer des choses si ton travail est mal fait et que les gens te trouvent pas légitime dans ce que tu fais. Donc, voilà. Ok. Bah merci. Nous, on l'a pas posé cette question à tout le monde, on l'a posée à Faiza. Cette question de légitimité ? Ouais. Sa réponse était top. On en a même fait un extrait qu'on a publié. Quoi ? Elle a expliqué qu'elle a senti qu'elle était à sa place parce que quand elle a compris sa mission, elle a dit ce que je fais, c'est de laisser des traces de nos vies. Et en gros, à partir de ce moment-là où elle a compris que c'était sa mission, elle n'en avait plus rien à faire de ce que tous les gens pouvaient penser. Elle laisse des traces de nos vies parce qu'on n'en trouve pas suffisamment et c'est sa mission, donc elle est légitime. C'est ma place. Et puis pareil, des retours aussi de rencontres en librairie, des commentaires. Oui, si tu vois qu'en fait, tu peux toucher juste une personne et la diriger dans sa carrière, dans son cursus, c'est juste incroyable de se dire qu'on a servi à quelque chose. Moi, je me suis toujours dit que je voulais servir à quelque chose. Je savais pas à quoi, mais que je voulais servir à quelque chose. Tout en étant alignée avec ma santé physique et mentale. Parce que même si, imaginons, comme Faiza, je comprends cette mission, que je vais à tout prix aller, moi, je sais que je n'irai pas en dépit de ma santé mentale. C'est quelque chose que j'ai appris très tôt. C'est-à-dire, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps et on parlait de notre place, quand on peut travailler peut-être dans des rédactions, dans des entreprises un peu anxiogènes, toxiques et tout. Et moi, j'ai dit, moi, je me lève, je prends la porte. Je sais qu'on ne peut pas tous le faire pour plein de raisons différentes, des raisons économiques, etc. Mais moi, je sais que voilà, c'est la chose que je ferai. Parce que je trouve ça beaucoup trop douloureux. Et puis, on n'est pas venu là pour souffrir, comme dirait l'autre. Ok. Mes parents n'ont pas traversé la Méditerranée pour qu'on souffre, en fait. Non, je comprends. Ouais. Mais comment tu fais pour te préserver, toi, de préserver ta santé mentale dans ce que tu fais ? Grâce à ma famille. J'ai de la chance d'avoir un mari extraordinaire. J'ai un enfant, bientôt 2. J'ai des parents, une sœur, enfin des gens super autour de moi. Et puis moi, par exemple, j'ai aucune notification sur mon téléphone. Je regarde. Je suis quelqu'un, par exemple, qui regarde pas beaucoup de vidéos non plus. C'est-à-dire que quand tu scrolles et que tu as la vidéo et le son en même temps, moi, ça m'agace. Ça me stimule trop. Donc, après, il y a la foi aussi. Hein. On se rattache aux vraies choses. Après, le pendant de ça, c'est de se dire, des fois, quand c'est dur, mais pourquoi je fais tout ça, en fait ? Pourquoi j'irais pas juste dans une entreprise où je gagnerais bien mieux ma vie, où j'aurais mes congés payés, ma super mutuelle, et je ferais des voyages avec mes enfants et c'est fini. Pourquoi on fait ça ? Et c'est normal de se poser des questions. Et finalement, ça revient vite à la réalité parce que on sait pas quoi faire d'autre, en fait, tout simplement. Ouais. Non, après, c'est un choix courageux et difficile de vivre de ses passions, ou en tout cas de ce qui nous anime. Oui, bien sûr. Après, j'ai aujourd'hui la chance d'en vivre. J'ai été salariée pendant très longtemps. Ça aussi, les gens n'y pensent pas trop. Surtout les jeunes, quand ils nous voient faire des vidéos, des rencontres, etc. Oui, c'est bien beau d'être avec des rappeurs, mais c'est un métier précaire. Et il faut toujours penser, entre guillemets, à la vraie vie, à la stabilité.
C'est que dans n'importe quel métier, vous avez beau être dans une entreprise d'informatique, du jour au lendemain, on peut mettre clé sous la porte. Donc, il faut essayer quand même d'avoir un pied autre part ou de penser à la possibilité que ça puisse s'arrêter et ne pas être frustré que ça le devienne, en fait. Ok. Donc, tu es super consciente de... Ouais, je suis archi pragmatique et archi terre à terre. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me parlais de rêves... Ouais, c'est dur d'avoir des rêves parce qu'on a peur de tomber de très haut. Du coup, j'essaie d'analyser, j'essaie d'avoir des billes d'avance, en fait, et de comprendre et surtout écouter son ressenti. Si on se sent pas bien, s'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est qu'il y a un truc. Dernière question dans cette partie qui, moi, ta réponse m'intéresse. On connaît beaucoup de gens, et nous, on a été dans ce cas-là aussi il y a quelques temps. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, que ce soit dans un podcast, dans de l'écriture, créer sa petite page Insta pour faire des reviews de films, de livres, ou juste écrire ses pensées, et qui n'ose pas parce que la personne ne se sent pas légitime. Nous, longtemps, on s'est dit, qui voudrait nous entendre, qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les gens, finalement. Bon, on s'est lancé parce que c'était pas le plus important. Mais quel conseil, toi, tu donnerais à ces gens-là qui n'osent pas encore sauter le pas? Qu'il faut le faire d'abord pour soi, pour se dire qu'on a réussi à faire quelque chose qui nous fait peur, sans penser tout de suite à la réception qu'il y a derrière. C'est déjà un premier pas et un bon aboutissement. Puis comme je disais tout à l'heure, si tu touches 5 personnes profondément et que ces personnes, tu peux lier des liens avec eux qui vont être réels, c'est déjà bien. Mais c'est clair que si on fait ça juste pour être connu et rapidement avoir une place, ça fonctionne pas. Il faut le faire pour de bonnes raisons, en fait. Le conseil, il est là. Est-ce qu'on veut le faire pour de bonnes raisons? Est-ce qu'on le fait pour soi, pour se sentir bien du travail accompli, que ça nous fait du bien d'écrire et de donner son avis? Ou est-ce qu'on le fait juste pour avoir l'amour des autres? Je pense que c'est ça qu'il faut se poser la question, et ça revient à ce que je disais sur le fait d'être aligné, d'être prêt et d'être en paix avec soi-même. Parce que les dégâts peuvent être désastreux en réalité. On peut finir en dépression juste parce qu'on n'a pas assez de likes, mais non, en fait. Non. C'est pas la vraie vie. Non, c'est pas la vraie vie. Il y a des gens qui meurent dans le monde entier, c'est pas la vraie vie. Donc, essayez toujours peut-être prendre le positif jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'au moment où ça s'arrête. On prend le positif, ça nous a apporté des choses. Je me suis sentie mieux, j'ai rencontré 2 personnes. Et puis j'ai appris, j'ai appris à monter, j'ai appris à écrire. C'est super, et ça peut toujours nous aider pour d'autres choses, en fait. Merci pour le conseil, Wafa. De rien. Alors, on va passer à la partie suivante, qui est donc le rap d'aujourd'hui vs le rap d'avant. Ouh là là. Ouh là là. On a combien de temps pour parler de ça? Non, c'est pour dire que c'est long. 5-10 minutes. 5-10 minutes. Écoute, on va essayer. De toute façon, j'ai que 5 questions, alors ça devrait aller. On va aller. Alors, toi qui as grandi dans une autre époque du rap, quel regard portes-tu sur le rap d'aujourd'hui? Quel regard je porte? Écoute, c'est super, en fait, ce qui se passe. Il y a du rap pour tout le monde. Il y a du rap pour plein de styles différents. Tu veux danser, tu danses. Tu veux écouter des paroles politiques, il y en a. Tu veux écouter des lyricistes. Tu veux écouter de la musique qui mêle plein d'influences. Voilà, c'est super. Il y a du rap. En fait, tout le monde aujourd'hui grandit avec le rap comme si c'était c'est la musique la plus populaire. Donc les gens écoutent du rap des fois sans même savoir que c'est du rap. Mais c'est quoi des lyricistes? Ah oui, pardon, excuse-moi. Par exemple, t'as reçu Nick Fury. Oui. Je pense qu'on peut dire que Nick Fury, c'est un lyriciste. Tu sais, lyrics, ça veut dire oui. Les paroles. En fait, c'est vraiment un auteur qui met en avant la plume, l'écriture, qui raconte des histoires. C'est ça, un lyriciste. Je sais pas, on peut dire Medine, Youssoupha, voilà, ce genre d'artiste, par exemple, pour qui le texte est plus important que la mélodie. Alors aujourd'hui, ça se vaut, ça s'équilibre, parce qu'on est obligé d'avoir quelque chose de très entraînant. Mais voilà, des gens qui peuvent faire, par exemple, ce qu'on appelle des morceaux fleuves de 7 minutes pour raconter des histoires. Kerry James, Soprano, voilà, plein de gens comme ça.
Est-ce que tu retrouves encore cette dimension de transmission ou de message dans le rap actuel? Alors il y en a moins, mais il y en a encore. Il y en a encore, on l'a vu avec tout ce qui se passe en Palestine. Il y a plein de jeunes rappeurs qui ont pris la parole, que ce soit dans la musique ou en dehors de la musique, que ce soit lors de live, lors d'interviews, etc. Donc oui, il y a des messages. En fait, la différence, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes rappeurs, ils ne consacrent pas des morceaux entiers à des messages, comme on pouvait le voir avant. C'est toujours des petites punchlines un peu à droite, à gauche, mêlées à d'autres thèmes. Et la transmission, ouais, je la vois toujours, parce qu'il y a des cycles. À un moment donné, par exemple, les jeunes artistes qui sont trentenaires aujourd'hui commencent à parler de leur rappeur préféré, par exemple, que moi j'écoutais dans les années 2000, qui sont moins connus aujourd'hui, mais ils citent leur nom. On peut parler de Nubi, des rappeurs comme ça, pas vraiment connus, mais qui ont touché tellement une génération de rappeurs d'aujourd'hui qu'au fur et à mesure, ils en parlent. Et puis la transmission, on la voit dans les, dans les albums collectifs. Si on pense à bande organisée, très organisée, il y a des anciens rappeurs, il y a les albums de Jul, il y a des anciens rappeurs, il y a des nouveaux rappeurs. Là, on a pu voir notamment le Vélodrome d'Ayam, qui invite plein de rappeurs différents, de générations différentes. Puis la transmission, elle se fait aussi en off, on le voit pas, mais par exemple, il y a plein d'anciens rappeurs qui deviennent maintenant coach scénique, qui aident les jeunes rappeurs. On peut citer Vislo du Science Pack Room, on peut citer DOC, DOC, voilà. Donc oui, il y a une transmission qui commence à revenir, qui pendant un moment était moins présente, mais aujourd'hui qui commence à revenir. Ouais. Quel artiste d'aujourd'hui te parle le plus? Alors, il y en a plusieurs. Alors, j'écoute beaucoup Zamdan parce que c'est le rappeur préféré de mon fils. Donc, après, c'est aussi quelqu'un que j'ai eu la chance d'interviewer et de suivre carrément au Maroc pour un article au Red Bulletin. Et justement, on a créé un lien assez particulier. En tout cas, j'ai découvert un artiste différemment. Donc, c'est un artiste qui me touche parce que je l'ai vu aussi dans la vraie vie. Et ça, c'est chouette. J'aime beaucoup un artiste qui écrit super bien, qui s'appelle Maïro. Qui est suisse. J'aime beaucoup Turi, par exemple. Il y a un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Zek. Voilà, il y a plein de... Ah oui, Isha qui est un rappeur belge que j'écoute beaucoup. Donc, voilà. Mais ton fils, il a 2 ans, non? Ouais, mon fils, il a 2 ans. Et il écoute déjà du rap? Mon fils, ouais. Ouais, mon fils, il écoutait du rap. Mon fils, il est monté sur scène, il était dans mon ventre. Il est allé à des concerts en fosse et comme on est des grands fans de rap avec son papa, en fait depuis qu'il est né, il nous voit comme ça, tu vois. Écouter de la musique, on va faire ça. Et il a une oreille musicale incroyable, on se le dit tous les jours vraiment. Et par exemple, il a surnommé très tôt Zamdan, il l'appelle Wawa parce qu'il s'est rendu compte, et nous on a mis du temps à le comprendre, c'est qu'il a ce qu'on appelle une sorte de gimmick, c'est que Zamdan dit toujours Wawa Wawa, tu vois. Et en fait, mon fils, il a capté. Donc, quand il veut écouter Zamdan, il dit Wawa. Et donc, il va toucher l'enceinte, il dit « Je veux Wawa ». Donc, ouais, il chante les paroles, il apprend des mots. C'est fou. Voilà, il y a ça. On lui fait écouter Kekra. Il aime beaucoup Kekra aussi. En fait, on lui fait aussi écouter des morceaux, tu sais, où il y a des moments qu'on peut retenir. Il y a ce qu'on appelle des adlibs, il y a des bacs. Tu vois, et du coup, les enfants, ils ont un cerveau tout neuf, donc ils retiennent vite. Et là, depuis quelques jours, c'est le morceau, le Colors de This Is La Peste, qui s'appelle Try Try. Donc ça fait quelques jours qu'il est là, try, il va écouter ça. Donc ouais, la musique, c'est depuis tout petit. Et tu vois si ça intéresse les gosses ou pas. Et puis il a un grand-père fan de musique. On lui a acheté des instruments partout. Il a même un casque pour écouter de la musique. Donc, ouais. Et des fois, quand il aime pas, dans la voiture, il dit non, je veux pas. Il veut qu'on change la musique. Il choisit ses propres musiques maintenant. Il a 2 ans. Il s'affirme, ouais. Toi qui es spécialiste, quel artiste nous recommandes-tu? Isha. Vraiment, je vous recommande Isha, qui a une très belle trilogie d'EP qui s'appelle La vie augmente, qui est un rappeur belge et qui a sorti un dernier EP là, récemment. Le nom m'échappe. C'est un mec qui écrit super bien, avec une voix reconnaissable. Il arrive à décrire la réalité d'une façon très imagée, de façon limite un peu impudique.
est vraiment novatrice. Donc c'est quelqu'un que je vous recommande, que j'ai eu l'occasion d'interviewer 2 fois et qui est top, et qui a aussi un parcours aussi de vie qui est particulier et qui se ressent dans sa musique. Il a été, il me semble, éducateur spécialisé aussi très longtemps, et qui a un peu, entre guillemets, explosé un peu tard, dans le sens où il a explosé à la trentaine, mais qui est vraiment super fort. Et qui a un album commun avec un rappeur qui s'appelle Lim Sadolnay. Et toi, si tu aimes la technique, ça va te parler. Je vais écouter. C'est celui qui chante avec Scylla. Isha, ouais. Il chante avec Scylla. C'était pas avec Medine qui chantait? Si, mais Club sur la Lune, c'est avec Isha. Un morceau, c'est son meilleur couplet, il le dit d'ailleurs. Ah oui? Ouais, j'ai la chance d'interviewer lui et un rappeur du Nord qui s'appelle Virus. C'est un article que vous pouvez retrouver sur l'ABCDR où on parlait de leur rapport à l'écriture. Ils se connaissaient pas et ils écrivent de façon différente. Et c'est celui-là. Et c'était magnifique. Et il dit justement que Club sur la Lune, c'est son couplet préféré ever. Enfin, en tout cas, à ce moment-là. Avec la musique de Sofiane Pamar derrière. C'est ça. Et oui, il a un morceau avec Medine dans le dernier EP, exactement. Qu'est-ce qui te touche le plus? Les paroles ou la musique? La mélodie? Les paroles. Ce qui me touche le plus, c'est les paroles. En tout cas, c'est ce à quoi je suis le plus attentive. Mais s'il n'y a pas la bonne mélodie derrière, ça fonctionne pas aussi. En fait, c'est les deux. Tu peux avoir une super mélodie et avoir des paroles nulles, du coup, ça va pas te rester. Mais on va dire, allez, 55% les paroles et aujourd'hui 45% la mélodie, ouais. Bon, super, on va pouvoir passer aux questions en vrac alors. Allez, go. Est-ce que tu as un souvenir d'Algérie qui te donne le sourire rien qu'en y pensant? Ouais, tous les ans, on allait à Tipaza faire du camping. Ouais, ça me donne de beaux souvenirs parce qu'on y allait en famille, avec les tantes, les cousins, et c'était super. Quand tu étais petite, quel était ton rêve un peu fou? Mon rêve un peu fou? J'ai jamais eu de rêve un peu fou. Désolée, non, j'ai pas eu de rêve un peu fou. Si. Attends, si, je voulais devenir chanteuse. Ah, ça c'est un scoop. Ah bah oui, j'avais oublié ça. J'écrivais des chansons et tout quand j'étais adolescente, avec une amie du collège, du lycée, voilà, on écrivait des chansons. Je voulais être Kaina Samet quand j'étais petite. Enfin, petite ado, voilà. Si tu devais faire découvrir un seul livre à une jeune fille de 10 ans, ce serait lequel? Ah c'est le livre que je t'ai donné tout à l'heure. En réalité, c'est exactement ça. C'est Nos silences sentiments. C'est un roman qu'on a édité chez Face Cachée, écrit par Sarah Goula, qui est un roman qu'on a reçu, qui était franchement quasi parfait à 99%, qui est poétique, qui est tellement bien écrit, qui est beau. Ouais, j'ai hâte d'avoir ton retour sur ce livre. Le plat de ton enfance que tu pourrais manger tous les jours sans te lasser? On va se foutre de ma gueule, mais moi j'adore les pieds de mouton. Ah oui. Pieds de mouton? J'adore ça. Se mange? Oui. Bon, sans me lasser peut-être pas, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu écorant, c'est un peu gras. Mais j'adore ça. Ou sinon j'aimais beaucoup le cœur de poulet. C'est ça? Ou c'est le foie de poulet? Non, c'est plus le foie de poulet. C'est tout petit comme ça, ouais. C'est le foie de poulet. Et j'ai un souvenir en fait je mangeais ça quand j'étais petite et en fait je savais pas ce que c'était. Et pendant des années je cherchais ce que c'était. Et je trouvais pas. Et le jour où j'ai découvert c'était ça, je trouvais ça incroyable. Voilà, écoute, je suis née au bled, c'est comme ça. Nous, des fois, quand on va à la boucherie, il y a des têtes de mouton, il y a des cœurs de veau. Bah oui, mais le cœur, c'est super bon. Le foie aussi, c'est bon. Ouais, le foie aussi, c'est bon. Si tu avais un super pouvoir pour aider les gens, ce serait lequel? Pour aider les gens? Oui. Je voudrais être un distributeur d'argent pour aider les gens, en fait. Voilà, pour aider les gens, ça serait ça. Si j'avais un super pouvoir pour moi, ça serait d'avoir une mémoire infaillible, de me souvenir de tout, parce que je perds beaucoup la mémoire. Ouais, ça serait un super pouvoir. Tu te souviens de tout, c'est génial. Ça dépend. Oui. ça peut devenir stressant. Oui. Donc, l'avant-dernière question. Mm-hmm. Alors, comme on a l'habitude de le faire, est-ce que tu pourrais nous recommander un invité? Oui, alors je crois que c'est un invité auquel vous avez déjà pensé, mais ça tombe très bien. C'est ma belle-sœur, qui s'appelle Amal Chakor, qui travaille dans le vintage. Donc c'est ma belle-sœur, c'est comme ma sœur, parce qu'en plus on a le même âge et on se connaît depuis 16 ans. Ça fait 16 ans que je suis dans la famille, donc c'est la sœur de mon mari. Et que j'ai vu du coup évoluer au sein de sa passion,
qui était le vêtement et le vêtement vintage. Elle avait monté une entreprise. Puis aujourd'hui, elle chine et elle vend des vêtements sur son Instagram. Et en fait, je vous la recommande parce qu'au-delà de juste vendre des vêtements, elle vend en fait de la confiance en soi. Elle vend un rapport différent au textile. Là, on est dans la surconsommation, mais à aimer les belles matières, à oser des choses, à oser différentes tailles, être différent par les vêtements. Et elle dit souvent que le vêtement l'a sauvée et que le vêtement lui a fait gagner en dignité. Là où peut-être en entreprise les gens pouvaient être condescendants, etc. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir de belles marques pour se sentir bien. Et un vêtement, ça donne tout. Et moi, je sais que j'ai pas mal la chance d'avoir pas mal de blazers et de costumes qu'elle me chine et qu'elle me donne. Et à chaque fois que je sais pas quoi mettre ou quand je fais des conférences, en fait, je mets un blazer et je me sens bien dedans, je me sens forte. Tu vois, je me sens stylée, quoi. Ça veut dire quoi qu'elle te chine? Ah oui, chiner, ça veut dire aller, tu sais, dans les friperies et aller trouver, en fait, chercher, prendre beaucoup de temps pour chercher et pour trouver des vêtements. C'est un verbe, ça veut dire chiner. Ah, d'accord. Voilà. Bon, la dernière question. Maintenant que tu nous as recommandé un invité, est-ce que tu pourrais nous recommander une musique comme générique de fin? Ouais, je vous recommande une chanson qui vient de sortir, qui s'appelle « Mon amour, ma musique » du rappeur Niro. Parce que je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps, que cette musique est super, c'est l'outro de donc c'est le dernier morceau de son album, et il fait une déclaration d'amour à la musique. Il explique comment la musique lui a sauvé la vie. Voilà, donc c'est une très belle chanson que je vous invite à écouter. Et on peut dire que c'est un lyriciste, tu vois. Quand tu écouteras cette chanson, tu me donneras ton avis. Oui. Son album s'appelle Hayati. Voilà, je vous invite à découvrir. Merci beaucoup. Wafa, on arrive à la fin. Merci beaucoup. Vraiment, je voulais te remercier pour tout parce que on fait un peu le bilan aussi de cette première année. Là, c'est un épisode pour la saison 2. Et tu fais vraiment partie des gens qu'on voulait absolument recevoir, qui comptent énormément pour nous. Kaina l'a dit en intro. Nous, quand on s'est lancé dans cette aventure, il y a quelques personnes qui nous ont donné soit confiance en nous, soit beaucoup de force, soit des conseils, et qui ont accepté aussi très tôt, alors qu'on n'existait même pas. On avait un épisode, on n'avait rien enregistré d'autre. On savait même pas vraiment où on allait. Et tu fais partie de ces personnes. Donc, on a déjà reçu Kiara et Faiza. Et donc, vraiment, on est heureux de t'avoir reçu aujourd'hui, d'avoir partagé ce moment avec toi. Et on voulait te remercier aussi pour ça. Peut-être que ça paraît rien pour toi, mais pour nous, c'est énorme. C'est beaucoup. Hein. C'est la légitimité dont on parlait tout à l'heure. C'est vous qui me légitimez, en fait, en m'invitant. Donc, c'est à moi de vous remercier d'avoir vu tout le travail que j'ai fait, d'y avoir décelé des choses aussi, d'avoir eu une lecture intelligente. Et de m'avoir fait confiance et de venir aussi à mes événements. C'est pas rien de se déplacer un samedi. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite beaucoup une très belle continuation. Et je tenais vraiment, malgré, parce que je devais venir depuis longtemps, et je tenais vraiment à le faire avant d'accoucher, parce que je savais que ça allait être encore plus compliqué après. Donc je suis très heureuse de faire cette discussion avec vous et je vous remercie encore 1000 fois. Et Kaina, reste comme tu es, reste curieuse. Tu vois, là, t'as posé plein de questions sur des mots que tu connaissais pas. Et c'est génial. Il faut continuer. Il faut lire, il faut écouter, il faut s'ouvrir au monde. Et je te souhaite un bel avenir devant toi. Et tu es un papa extraordinaire. Merci. Merci beaucoup, Wafa. On te souhaite tout le bonheur du monde. Je me demande pourquoi j'ai pleuré quand le destin m'a souri. T'as nourri les miens, t'es pas dans mon cœur en touriste. Va falloir que le destin nous sépare avant de mourir. Mon amour, ma musique. NIR